on va aller sur de la littérature, décryptage d'un bouquin qui m'a régalé. Je pense que c'est mon bouquin préféré de 2025. C'est pas impossible. On va tout de suite parler d'un livre hautement complotiste par un auteur pourtant très connu. J'ai nommé Dan Brown, Le secret des secrets. On parle de ça, les amis. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. On parle littérature, vous le savez, ça me régale. J'adore vous faire ça, des décryptages de bouquins. On va creuser tout ce qui est dit dans ce livre parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de matière sur un roman. Dan Brown, vous le connaissez, c'est évidemment le Da Vinci Code. On a aussi Origine, Angers Démon, le symbole perdu. J'aime plutôt bien l'ami Dan Brown. Mais là, je crois qu'il a mis la barre très très haut, en altitude. La barre en altitude parce que l'ami Dan Brown est allé évoquer des théories hautement complotistes dans son dernier livre, et on va creuser tout ça. J'ai vraiment tout décortiqué pour vous, à essayer de voir ce qui est vrai, ce qui est moins vrai, ce qui est pas vrai, et je vous ai préparé évidemment comme d'habitude une fiche de lecture, le lien, description, commentaire si vous voulez, pour avoir une trace de tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, parce que c'est un roman, c'est une fiction, mais tout ce que je vais vous dire, je l'ai vérifié, je l'ai sourcé, et Dan Brown joue un rôle presque de lanceur d'alerte. C'est assez extraordinaire, et vous allez voir, il y a des théories musclées. Donc, comme d'hab, c'est ce qu'on fait depuis deux mois maintenant, un peu moins chez Juste Milieu, on vous met une fiche de lecture, comme ça tout ce que je vous dis, vous pouvez le garder sur une fiche que vous pourrez imprimer chez vous, faire un petit classeur, voilà, ça mange pas de pain, comme à l'école, la fiche de lecture, et il y a des choses sympas. Donc, on y va pour ce décryptage du secret des secrets, le dernier bouquin de Dan Brown. Donc vous le savez, Dan Brown, auteur britannique, maintenant c'est un des tauliers, un des plus gros vendeurs de bouquins depuis les années 2000. Le Da Vinci Code, c'était 60 millions d'exemplaires vendus sur les 3 premières années, entre 2003 et 2006, donc c'est colossal. On retrouve le personnage de Robert Langdon et de Catherine Solomon très exactement, les deux personnages clés de Dan Brown. Alors, je vais être obligé, je vous le dis tout de suite, s'il y en a qui sont en cours de lecture ou qui ont prévu de le lire, je vais vraiment divulgacher beaucoup de choses. Je vous le dis, je vais vous spoiler, je préfère vous le dire tout de suite. Il n'y aura pas une partie sans spoil, une partie avec, parce que la partie sans spoil, elle va durer 12 secondes. Donc ça sert à rien. Donc je vous le dis tout de suite, si vous comptez lire ce livre, regardez pas cette vidéo. Je devrais pas vous dire ça, mais je sais le plaisir que c'est quand on lit un livre qu'on aime bien. Dan Brown est apprécié par beaucoup de gens. Donc je veux pas vous gâcher ce plaisir, je préfère vous prévenir, prenez du plaisir à le lire, vous pouvez re-regarder la vidéo après pour avoir un décryptage, mais je préfère vous le dire tout de suite, je devrais pas vous dire ça, mais quittez la vidéo si vous ne l'avez pas lu et que vous avez envie, parce qu'il faut privilégier le plaisir de la lecture, et vraiment je me suis régalé, donc je ne peux pas vous ôter ce plaisir, moi je me suis régalé à le lire. Donc, pour ces nouvelles aventures de Robert Langdon, vous le savez, qui est le personnage central de Dan Brown depuis ses premiers livres. Robert Langdon, qui est un expert en symboles, qui est un professeur extraordinaire, incarné par Tom Hanks au cinéma. Cette fois, nous allons du côté de Prague, en République tchèque, et nous allons plonger dans le monde de la noétique, c'est-à-dire l'étude de la conscience, qui est une branche scientifique un peu curieuse, qui est tout à fait sérieuse, qui existe, mais on n'a pas trop envie d'en parler, parce que le problème de la noétique, c'est qu'elle étudie quelque chose, elle étudie un domaine spécifique sur lequel nous ne savons pas tout. Alors tu vois, autant, les mains, t'as des doigts, t'as des phalanges, on voit à peu près comment ça bricole, peut-être qu'il y a des trucs qu'on peut pas réparer, mais normalement ça va. La conscience, c'est plus compliqué. Le cerveau, aujourd'hui, la science ne peut pas tout expliquer sur notre cerveau, et donc on doit s'en remettre à des théories, même parfois très surprenantes, voire complotistes, comme vous allez voir dans quelques minutes. Donc on plonge à Prague, en République tchèque, sur fond de tensions géopolitiques, sur fond d'ésotérisme. On a notamment la figure du golem qui est beaucoup mobilisée dans le roman, j'y reviendrai, et on a plein de théories du complot assumées. Alors, pour les lecteurs assidus de Dan Brown, vous savez que c'est un habitué de tout ça. Déjà dans le Da Vinci Code, on avait cette théorie de remise en question de la Joconde, puis jusqu'à des remises en question bibliques, sur le rôle de Marie notamment. On sait que Dan Brown est amateur de ça, et que, pour le coup, Dan Brown a souvent été fact-checké, on va dire, et il a rarement été mis en doute. C'est-à-dire que parfois il relaie des théories jugées complotistes, mais qui ne sont pas infondées.
Et la grande force de Dan Brown, et je trouve que dans ce dernier bouquin, il est allé encore plus loin, c'est qu'il apporte des éléments pour ouvrir la porte, pour inciter son lecteur à chercher plus loin que le roman. Et là, vous allez voir, c'est assez saisissant, et il n'y a pas que de la science, il y a des théories même plus géopolitiques. On y va tout de suite. Comme ça, on va se mettre dans le bain immédiatement. Alors, consigne de prévention, parce que j'entends les esprits grognons qui vont me dire « Oui, mais Rémi, c'est de la fiction, t'es con, t'as pris au sérieux un livre. » Oui, merci. Mais évidemment, on est d'accord que c'est de la fiction. Mais la grande force de la fiction, c'est qu'elle permet parfois d'apporter un rapport au réel différent. Et que tout ce qui est dit dans une fiction n'est pas complètement faux. Harry Potter, c'est de la fiction. J'entends bien que Poudlard n'existe pas. Par contre, les chouettes, ça existe. Edwige la chouette, Edwige la chouette, ça existe les chouettes, on est d'accord. Donc dans la fiction, tout n'est pas que fiction, ce que je veux dire par là. Et ce que je vais vous proposer comme décryptage, précisément, c'est d'aller décortiquer ce qui ressemble à des théories infondées, il y en a pas beaucoup du tout, et ce qui ressemble à des théories tout à fait solides, et que beaucoup de médias mainstream n'oseraient même pas publier dans leur page où tout est vrai. Donc parfois, vaut mieux aller voir du côté de la fiction. Regardez, 1984, c'est de la fiction, et pourtant, beaucoup de gens le prennent comme éclairage sur ce que nous vivons actuellement. Comme quoi. Donc, on y va, j'ai plein de grandes parties, il y a vraiment beaucoup de théories qui sont évoquées dans ce bouquin. On commence par exemple avec la prémonition. Prémonition, vous le savez, donc les bouquins de Dan Brown mélangent énormément de choses sur l'histoire, sur l'ésotérisme, sur la politique, et on a la prémonition. Je vous prends pêle-mêle plein de choses, vous allez voir, tout est vraiment passionnant. La capacité en fait de certains individus à voir des événements en amont. Et il y a des exemples qui sont mis en avant, dont un exemple assez saisissant qui est celui d'Abraham Lincoln, ancien président américain. Je vais vous lire des morceaux du livre. Là, vraiment, là, c'est la grande librairie. Là, je vous le dis, je suis... comment il s'appelle Traquenard. Non, le président... Avant, je l'aimais bien, c'était François, je sais pas quoi. Augustin Trapenard. Voilà. Ça, c'est un nom de merde. Je m'appelle Ouattremez, donc on s'en fout, mais... Bref, là, je vais vous lire des bouquins. Je vais vous lire des extraits du bouquin. On nous parle par exemple de Abraham Lincoln. 3 jours avant son assassinat, Lincoln avait raconté son rêve à Ward Hill Lamon, chargé de sa sécurité. Il avait vu un corps gisant gardé par un soldat annonçant « Le président a été assassiné ». Ça, c'est page 55. Donc, très vite, tu as des choses comme ça, tu dis « Merde, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Et il est tout à fait vérifié, parce qu'on va faire du fact-checking aujourd'hui. Cette histoire d'Abraham Lincoln est tout à fait vérifiée, c'est-à-dire il y a beaucoup de récits qui se sont multipliés sur ce qu'avait vraiment vu Lincoln, mais pour le coup, malgré ces récits qui se sont accumulés, des récits posthumes pour la plupart, il est vrai que, je vous lis ce que nous dit un article du site history.com, donc voilà, qui est quand même référence sur la question, nous dit, selon la légende, quelques jours avant son assassinat le 14 avril 1865, Lincoln confia un rêve récent à un petit groupe de personnes dont sa femme Mary Todd et Lamon. Dans ce rêve, il entrait dans le salon est de la Maison Blanche et découvrait un corps recouvert d'un linceul, gardé par des soldats et entouré d'une foule en deuil. Lorsque Lincoln demanda à l'un des soldats qui était mort, celui-ci répondit, le président, il a été tué par un assassin. Donc, sur cette anecdote, on ne sait pas à 100% si c'est vraiment ce qu'a dit Lincoln. En revanche, ce qui est certain, c'est que Lincoln avait une appétence pour l'interprétation des rêves, la signification des rêves. Ça, pour le coup, on a toujours l'article d'history.com qui nous dit « Une lettre de 1863 à sa femme, qui se trouvait alors à Philadelphie avec leur fils Tad, âgé de 10 ans. Lincoln écrit que Marie ferait mieux de ranger le pistolet de Tad, car il avait fait un mauvais rêve à son sujet. » Donc, cette prémonition, on va dire, elle fait partie des plus célèbres dans l'histoire, tout comme une autre prémonition qui est évoquée dans le bouquin, le cas de Morgan Robertson et du Titanic. Vous connaissez peut-être cette histoire, je vous lis ce qu'on nous dit dans le livre. Un auteur américain qui avait écrit Futility en 1898, c'est un roman. L'histoire, rédigée après un cauchemar, raconte la destinée d'un transatlantique réputé insubmersible nommé le Titan, qui heurte un iceberg et sombre lors d'une de ses premières traversées de l'océan. Le livre avait été publié 14 ans avant la tragédie du Titanic. La structure du navire, la route de navigation, le naufrage, tout est conforme au drame qui allait se produire en 1912. Personne ne pouvait expliquer de telles coïncidences. Donc ça, c'est l'histoire, donc vous avez peut-être entendu pareil dans les cas de prémonition les plus célèbres, celui du Titanic, donc un mec qui a écrit un roman
plus de 10 ans avant l'accident du Titanic. Et en fait, dans ce roman, tout est décrit tel quel. Pour vous dire à quel point tout ça est véridique, c'est que même Wikipédia en parle. Là, je prends des sources ultra mainstream pour vous montrer, pour vous démontrer que Dan Brown ne sort pas des trucs de son chapeau. Et donc, cette histoire du roman Futility, lui qui raconte 14 ans avant la catastrophe, vous avez beaucoup de coïncidences et certains points qui divergent. Voilà, c'est pour ça que souvent, les fact-checkers sur cette affaire vont nous dire « Oui, mais en fait, c'est pas si sûr. » Même certains jusqu'à suspecter une écriture modifiée après coup. Bon, bref. Pour l'instant, tu te dis, bon, tu vois, mes histoires de prémonition, c'est sympa, mais je vous ai mis à température comme on est mis à température dans le roman. C'est-à-dire que là, on est au tout début. Et ça va continuer. Ça va se corser un petit peu parce que, comme je vous le disais, j'y vais crescendo. Vous connaissez mon côté animateur, mon côté Nikos Aliagas. Le suspense va monter très fort. Vraiment très très fort. Je vous disais que le roman nous amène en République tchèque. République tchèque est un pays qui fait partie de l'OTAN. Et là encore, tu vois, page 97, on a un élément qui est glissé, tout à fait vérifié et vérifiable, sur la soumission de la République tchèque à l'OTAN. Je vous lis. Quand la République tchèque avait rejoint l'OTAN en 1999, plus de 11 000 caméras avaient été installées à Prague dans le cadre du programme de surveillance américain Échelon. Malgré les lois limitant drastiquement l'utilisation des images de télésurveillance, les États-Unis avaient mis en place un réseau planétaire et donné les droits d'accès à toutes leurs ambassades, à de rares exceptions près, ce qui avait constitué un point de friction avec les autorités tchèques. Donc ça aussi, je ne vais pas à chaque fois vous montrer toutes les sources de chaque chose parce que sinon ça va être très long. J'ai vérifié en amont avant de vous en parler, évidemment. Donc vous pouvez vérifier vous-même le programme Échelon si ça vous intéresse. Mais c'est exactement ce que j'aime dans la démarche de Dan Brown. C'est-à-dire, il glisse des éléments comme ça, tout à fait vérifiés et vérifiables, et qui ouvrent des portes qui vont au-delà du roman. C'est-à-dire que dans l'intrigue, ce que je viens de vous lire, c'est pas central. Vraiment, hein, je vous dis... sans vous spoiler sur ce point-là, vraiment, on s'en fout. Mais l'élément est glissé. Et le lecteur un peu curieux, il se rend compte que, ah bah tiens, l'OTAN finalement a permis la mise en place d'un programme d'espionnage à grande échelle. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on sort de l'intrigue du roman d'une certaine manière, mais on apprend des choses, on va vers d'autres éléments. Même chose, page 364, donc là on avance un petit peu dans le roman, Dan Brown nous parle du programme DARPA. Et ça m'a fait rire parce que je vous en parlais sur Juste Milieu il n'y a pas si longtemps. On peut lire ceci, donc il y a plusieurs éléments sur la DARPA. Quel gâchis avait pensé Finch sur le moment, qui est un personnage. La DARPA aurait pu l'engager sur leur programme numéro 3 d'interface neuronale ou leur projet thérapeutique Subnets. Suite à cette réponse, la CIA avait compris qu'elle ne pourrait jamais l'approcher. Donc on mélange avec l'intrigue du roman évidemment, mais tu te dis, tiens, là encore, c'était un petit peu curieux, qu'est-ce que c'est que la DARPA ? Et la DARPA, je vous en parlais, c'est une branche, je vous en parlais il n'y a pas si longtemps, c'est une branche d'investissement de l'armée américaine directement, qui va investir dans des technologies spécifiques pour mettre le grappin dessus et voir ce que ça peut apporter sur le plan militaire. Mais ce projet N3, quand tu es dans le bouquin de Dan Brown, tu dis c'est des conneries. Eh bien pas tant que ça. Parce que regardez ce qu'on peut lire sur le site actuia.com, c'est pas très très vieux d'ailleurs, ça date de... pourquoi j'ai pas la date ? Bon, c'est pas très très grave. Ah si, voilà, 23 mars 2018, on peut lire ceci. La DARPA a créé N3 pour ouvrir la voie à un système d'interface neuronale portable et sûr, capable de lire et d'écrire simultanément sur plusieurs points du cerveau. La neurotechnologie non chirurgicale de pointe a été évasive, mais grâce aux récents progrès en ingénierie biomédicale, en neurosciences, en biologie synthétique et en nanotechnologie, nous croyons maintenant que l'objectif est réalisable. N3 sera un programme de 4 ans auquel participeront des équipes de chercheurs de plusieurs disciplines afin de construire des approches permettant une interaction précise avec de très petites zones du cerveau sans sacrifier la résolution du signal ou introduire une latence inacceptable dans le système. Donc, vous voyez que, là encore, quand on creuse, ce que nous dit Dan Brown, c'est factuel. C'est factuel. Et on avance. Et on avance. Par exemple, on va sur le projet Stargate. Et là, on commence à rentrer dans le complotisme. Le vrai de vrai. Le projet Stargate, alors attention, celui des années 70, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Voilà ce que nous dit Dan Brown dans le livre, pour comprendre ce qu'est le projet Stargate. Et je vous dis, là on rentre dans le complotisme pur jus, c'est une théorie dite complotiste claire et nette qui est avancée dans le bouquin. Avec Stargate, la CIA a essayé de mettre au point un mode de surveillance révolutionnaire, la vision à distance.
Un observateur est assis dans un lieu calme et entre en méditation jusqu'à atteindre une transe et être capable de projeter sa conscience hors de son corps, de la libérer de ses entraves terrestres et de la matérialiser ailleurs selon sa volonté, n'importe où sur la planète pour voir ce qui se passe dans des lieux éloignés. Donc, même dans le bouquin, il y a des échanges avec les personnages qui sont dubitatifs, qui nous disent bah, quand même c'est bizarre. Mais le projet Stargate est une réalité. Et là encore, je vous invite à regarder la page Wikipédia pour vous dire à quel point tout ça est crédible. Alors attention, je vous dis pas que c'est parce que c'est sur Wikipédia que c'est vrai. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été créés là-dessus, des ouvrages qui, eux, pour le coup, sont pas référencés par Wikipédia. Mais sur le projet existant sur la page du projet Stargate, vous avez une page où on va vous dire déjà des choses, on va dire grand public. Après, vous pouvez évidemment aller beaucoup plus loin, mais on va vous dire des trucs grand public sur ce projet-là qui est une réalité. Vous avez des sources que vous pouvez consulter, même des archives déclassifiées de la CIA. Donc, et là, ce qui est fou dans ce que fait Dan Brown, c'est pour vous dire que vraiment ce bouquin m'a passionné en tant que lecteur pour l'aventure, j'ai vraiment été accroché par l'histoire, mais surtout ça m'a plu par rapport à Juste Milieu, parce qu'on apprend plein de choses dans ce bouquin. Vous savez par exemple pourquoi le projet Stargate a souvent peu été évoqué, pourquoi beaucoup d'entre vous ne connaissent peut-être même pas l'existence de ce truc, parce qu'il y a eu un travail main dans la main entre la CIA et Hollywood pour faire croire que tout ça c'était des conneries. Parce que la CIA, dans l'ombre, évidemment, a dépensé des dizaines de millions de dollars dans le cadre de ce projet, la vision à distance. Et quand tout ça a commencé à être révélé, que le grand public a eu vent de tout ça, la CIA s'est servie d'Hollywood pour faire croire que c'était des conneries. Regardez ce qu'on nous dit dans le livre, par exemple. Contrairement à Catherine, il ne pensait pas, donc là c'est Robert Langdon, il ne pensait pas que le programme Stargate avait un lien avec ce qui leur arrivait. Il ne savait pas grand-chose sur ce projet qui avait été discrédité. Même Hollywood s'était moqué d'eux dans Les Chèvres du Pentagone avec George Clooney. Le film s'inspirait d'une expérience où des gens essayaient de tuer des chèvres juste en les regardant. Malgré son scepticisme à l'égard de la vision à distance, le concept est daté effectivement de 7000 ans. Les anciens Sumériens avaient beaucoup documenté le principe des voyages dans les étoiles, des expériences de sortie de corps mystiques, où leurs esprits visitaient les systèmes stellaires pour découvrir des mondes lointains. Évidemment, pour cela, ils avaient recours à l'opium, au portail. Est-ce qu'ils étudiaient les états modifiés de conscience sous l'effet des drogues ? Est-ce qu'ils faisaient des recherches sur le modèle non local ? Donc, vous avez un film, on peut regarder la bande-annonce si vous voulez, un film qui a véritablement existé et qui avait pour objectif de décrédibiliser la théorie du projet Stargate. En tout cas, l'objectif de recherche du projet Stargate qui était très clairement de permettre la vision à distance. Aujourd'hui, vous avez Stephen King qui en a parlé dans le livre L'Institut. Pour ceux qui connaissent, qui a été adapté en série il n'y a pas longtemps, c'est la même chose. Des jeunes identifiés par une unité secrète qui ressemble en tout point à la CIA et qui sont identifiés pour leur capacité en télépathie et télékinésie. Ils vont être enlevés de leur famille et utilisés à des fins de vision à distance. Donc vous avez plusieurs œuvres culturelles qui parlent de ça. Stranger Things, d'une certaine manière, c'est aussi ça. Regardez la bande-annonce du film Les Chèvres du Pentagone qui est sorti, ça doit faire 20 ans environ, qui est pas si vieux. Merde, j'ai enlevé le son. Je suis journaliste et je mène l'enquête sur un programme gouvernemental top secret. Ainsi donc, vous étiez un espion télépathique. Un guerrier Jedi. J'avais entendu dire que les autorités américaines formaient des espions télépathiques et que Lynn Cassidy était leur tout meilleur élément. L'histoire de Lynn était incroyable, délirante et totalement vraie. Nous devons rêver une nouvelle Amérique. Vous allez devenir des armes télépathiques. Faut du ressenti. Nous devons créer des moines guerriers et basses murailles. Nous devons voir l'avenir. Vous avez compris l'idée. On va tourner en dérision cette histoire-là. On va gentiment faire croire que c'est des conneries. C'est pas sérieux. Qui peut croire sérieusement qu'on a fait ça ? Évidemment. Et là, on pourrait dire, ouais, mais Rémi, en fait, tu t'es fait avoir, parce que Dan Brown, il fait la même chose. Pas du tout. Pas du tout, parce que sur le projet Stargate, Dan Brown nous en parle très sérieusement, justement en ouvrant la porte à des sources, à des éléments pour aller plus loin. Ce que ne fait pas le film Les Chèvres du Pentagone, où vraiment c'est tourné à la dérision. Je vais vous lire un long passage. Vraiment parce que le projet Stargate, c'est l'élément le plus dingue dans le livre, où vraiment la CIA a travaillé sur des projets de vision à distance, et notamment qui visaient à des assassinats ou de la manipulation de l'esprit. Donc on a quelque chose qui nous semble complètement dingue. Vraiment. On se dit non mais ça va, c'est Dan Brown, c'est des conneries. Tout ce que je vous lis,
je vous invite à regarder. De toute façon, il y a la fiche de lecture. Donc, comme je vous ai dit, tout est écrit dans la fiche de lecture. Vous pourrez poursuivre vos recherches vous-même et vous verrez que cette affaire de projet Stargate est tout à fait sérieuse, que vous avez de véritables éléments. Je vous lis, ça fait quasiment 1 page et demie, mais au moins vous allez avoir beaucoup d'éléments. Là, tout est détaillé sur l'affaire Stargate. Non. Dans le jargon, cela signifie que les informations obtenues étaient si incroyables qu'il fallait avaler plusieurs cocktails pour s'en remettre. Donc on parle des premiers résultats du projet Stargate, dans la vraie vie. Tout comme la description du premier sous-marin de classe Typhoon avec ses deux coques internes juxtaposées, la découverte d'un bombardier stratégique soviétique Tu-95 écrasé en Afrique, la localisation du général James L. Dozier kidnappé en Italie, l'identification d'un colonel du KGB espion en Afrique du Sud, ainsi qu'une dizaine d'autres prouesses du même acabit. En 1979, la House Select Committee on Intelligence avait fait en direct la démonstration d'une vision à distance, ce qui donna le vertige à de nombreux parlementaires. Charlie Rose, représentant démocrate, avait alors déclaré « Si les Russes l'ont et pas nous, on va avoir de gros ennuis ». Le programme Stargate s'était poursuivi dans le plus grand secret jusqu'en 1995, où une série de fuites provoquèrent l'indignation de l'opinion publique. La CIA entraînait une armée d'espions psychiques et gaspillait l'argent des contribuables dans des projets absurdes. Plutôt que de nier son existence, l'agence reconnut publiquement que Stargate avait bel et bien existé, mais que le projet avait été stoppé faute de résultats probants. Ce n'était pas vrai, bien sûr. La CIA espérait pourtant que son mea culpa ferait taire la polémique et découragerait les ennemis des États-Unis de se lancer dans la course au renseignement PSI. Le stratagème fonctionna à merveille, mais hérissa plusieurs visualiseurs à distance, vexés que leurs immenses réalisations soient qualifiées d'échecs. Plusieurs d'entre eux écrivirent des biographies non autorisées, dont les titres suivants « Guerrier psychique, la véritable histoire des espions psy et la dissimulation du programme Stargate »,« Espion psy, la vérité sur le programme militaire psychique américain »,« Un apprenti sorcier, une étude critique du programme Stargate de la CIA et de la vision à distance »,« Programme Stargate et technologie de la vision à distance, les dossiers secrets de la CIA sur l'espionnage psychique ». Ces 4 titres, petite parenthèse, sont des vrais titres. Vous pouvez trouver les livres correspondant à chacun des titres. Ça n'est absolument pas une invention. Heureusement pour l'agence, ces récits fidèles et authentiques pour la plupart semblaient si ahurissants que personne ne les avait pris au sérieux. Au lieu d'intenter des actions en justice contre leurs auteurs et d'attirer l'attention de l'opinion publique, l'agence avait simplement déclaré que ces histoires étaient des élucubrations d'anciens employés motivés par l'appât du gain. Mais la CIA n'était pas encore tirée d'affaire. En 2015, le magazine Newsweek avait publié un autre article sur Stargate. Jude n'oublierait jamais la déclaration d'un responsable du programme, le lieutenant-colonel Brian Busby, désormais à la retraite, qui avait brisé 2 décennies de silence. J'y croyais à l'époque et j'y crois encore aujourd'hui. C'était réel et ça marchait. Fait troublant, le journal publiait le dessin réalisé à distance par le légendaire agent Psy 001, Joseph McMonigle, qui montrait un sous-marin gigantesque flanqué de 2 coques jumelles sur une base secrète en Russie. D'après Newsweek, les photographies du satellite américain prises par la suite confirmaient l'existence du chantier naval à Severodvinsk et du premier submersible de classe Typhoon, lequel représentait une grave menace pour les États-Unis. Quand on avait demandé au sénateur américain et futur secrétaire à la Défense, William Cohen, son avis sur le défunt programme Stargate, il avait répondu « J'ai été impressionné par le concept de vision à distance. L'exploration du pouvoir de l'esprit était et reste une importante avancée. J'ai soutenu Stargate, comme le sénateur Robert Byrd et d'autres membres de la commission. Il semble qu'un petit nombre de personnes ont pu accéder à un niveau modifié de conscience. » Après cet article, les conspirationnistes s'étaient déchaînés et les documentaires sur Stargate avaient inondé la télévision. Il y avait eu, en particulier, Third Eye Spies. Malgré les dénégations habituelles de l'agence, Jude avait été surpris par l'exactitude des allégations du film, notamment que l'arrêt du programme Stargate était un mensonge pour faire taire les médias. Ils n'ont aucune preuve, mais ils ont tapé dans le mille. En réalité, les expériences de vision à distance étaient poursuivies avec succès à Langley, chez SRI International et à Fort Meade. L'écran de fumée de l'échec de Stargate leur avait permis de planifier tranquillement l'avenir du programme, une version mieux financée, plus sécurisée, technologiquement plus avancée, installée sous terre très loin de son prédécesseur et de son passé polémique, avec un tout nouveau nom de code. Donc là, on se dit... ça fait beaucoup d'éléments pour de la fiction. Comme je vous ai dit, vous pouvez creuser point par point, je l'ai fait, vous verrez dans la fiche de lecture, vous pouvez creuser point par point pour vérifier que c'est de la fiction ou pas. C'est vraiment saisissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette histoire de projet Stargate, donc vraiment tout ce que je viens de vous lire est véridique. Je l'ai vérifié avant de vous le lire, évidemment, je ne vous enverrai pas dans le mur. Le plus dingue, le programme Stargate, on nous a raconté que ça a été enterré, ce qui est une connerie. Et là, on va faire un petit jeu. On va faire une petite devinette. Vous allez me dire en commentaire quel est le nom du
Nouveau programme d'investissement lancé par Donald Trump au début de l'année 2025, doté de près de 500 milliards de dollars pour lancer des recherches et financer des recherches dans l'intelligence artificielle, notamment sur les plateformes entre cerveau et machine. Comment s'appelle ce projet ? Petite devinette, dites-moi dans le chat. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. À la surprise générale, Trump a annoncé en janvier 2025 le lancement d'un programme d'investissement appelé Stargate. Qui claque, The formation of Stargate. un gros chiffre bien rond, $500 billion. plein d'emplois. 100,000 American jobs. Donald Trump a voulu frapper fort en annonçant un jour après son investiture le lancement du projet Stargate, un plan d'investissement colossal dans l'intelligence artificielle sur 4 ans. This monumental undertaking is a resounding declaration of confidence in America's potential. Alors pourquoi autant d'argent ? Déjà pour construire plus de data centers qui vont permettre de développer des intelligences artificielles beaucoup plus performantes. Voilà. Donald Trump a annoncé un nouveau programme d'investissement dans l'IA, notamment avec pour objectif de travailler sur les associations corps-machine, enfin cerveau-machine. Ça s'appelle Stargate. Regardez par exemple CNews qui a fait un article là-dessus. Vous pouvez vérifier là encore, tout à fait sérieux. On retrouve dans les partenaires, il y a Oracle, le géant japonais, il y a le spécialiste du cloud Oracle, le géant japonais des investissements SoftBank, la start-up générative OpenAI, donc la maison mère de ChatGPT, mais figure aussi parmi les financiers du projet le fonds d'investissement MGX adossé aux Émirats Arabes Unis. Donc là, on se dit, ne soyons pas complotistes, c'est peut-être un hasard. Peut-être que Trump, il n'est pas du tout au courant, c'est possible, je veux bien l'entendre, attention. Mais je dis juste qu'on part d'un projet Stargate mené par la CIA entre 1970 et 1990. Enfin, de 70 à 95, très exactement. On part de ce projet-là, dont l'objectif était de suffisamment maîtriser l'esprit humain pour réussir, avec certaines personnes capables de l'exercice, avoir des visions à distance. Mais c'était pas que ça. Le projet Stargate, il y avait beaucoup plus de ressorts là-dessous. En tout cas, il y avait une volonté d'aller travailler sur le psychisme, que ce soit pour de la vision à distance, que ce soit pour des prémonitions. Il y avait une volonté d'utiliser le cerveau humain comme un outil à des fins militaires. Prémonition, vision à distance, il y a eu dans cet objectif-là d'ailleurs, il y a eu des tests... des tests de drogue, de choses comme ça, parce que l'opération Stargate, le projet Stargate est en lien direct avec MKUltra. MKUltra, c'était à peu près la même idée. Comment des substances, comment des drogues pouvaient permettre une emprise psychique, pouvaient permettre de mettre la main sur un cerveau, de contrôler un cerveau. Donc, tous ces projets-là sont liés d'une certaine manière. Il y a une ambition qui est de contrôler le cerveau humain. Projet MKUltra, projet Stargate, on est dans le même délire, on est dans la même volonté de maîtriser le cerveau humain. Et donc là, tu te dis, Trump revient des années plus tard, alors que tout ça a été enterré, évidemment, avec un projet qui porte exactement le même nom. Ça semble un peu éloigné de dire, oui, mais c'est pour l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, quand on voit aujourd'hui comment cela fonctionne, l'intelligence artificielle est en train de remplacer l'intelligence humaine. Donc il y a une volonté de mettre la main sur nos cerveaux, d'une certaine manière. En tout cas, d'extraire toutes les données possibles pour nourrir l'intelligence artificielle et à terme que l'intelligence humaine ne serve plus à rien, que tout soit prévu, prévisible, rentrer dans des datas, rentrer dans des algorithmes. Donc personnellement, j'y vois un lien, même symbolique, déjà le nom, si vous voulez. Ça me paraît un petit peu grossier de dire il n'y a pas de lien. Je vois pas comment Trump ne peut ne pas être au courant de cela. Donc ce projet Stargate, c'est vraiment l'une des théories les plus folles du bouquin, où la porte est clairement ouverte, et il y a un écho contemporain qui est assez dingo. On continue dans toujours les théories de plus en plus sombres qui sont évoquées dans le bouquin. On a surtout les mystères du cerveau. Et là, vraiment, on rentre dans un territoire, je vous le disais, qui est celui de la noétique, donc l'étude de la conscience, sur tout ce qu'on ne comprend pas sur le cerveau humain. C'est au centre de l'intrigue du bouquin. J'essaie de pas trop vous révéler quand même d'éléments, mais parfois il n'y a pas le choix. Sur beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Par exemple, le livre évoque le syndrome du savant. Donc, je ne sais pas si ça vous avez déjà entendu parler de ces individus qui, à la suite d'un choc, souvent physique, vont développer des compétences qu'ils n'avaient pas avant.
Le bouquin parle de plusieurs cas que j'ai listés, vous verrez dans la fiche de lecture, j'ai développé les cas. Vous avez notamment celui de Derek Amato. Je vous lis, en 2006, cet homme d'une quarantaine d'années a heurté avec sa tête le fond d'une piscine après un plongeon mal maîtrisé. À son réveil, il était devenu un virtuose du piano. Et c'est tellement des conneries que Le Monde en a parlé très récemment. Le Monde en a parlé en août 2025, regardez dans cet article-là, dans une rubrique qui s'appelle Neurobizarre, pour dire voilà, les mystères du cerveau qu'on ne comprend pas. Vous avez aussi par exemple le cas de Orlando Serrell, qui lui, à 10 ans, a pris une balle de baseball dans la gueule, donc ça secoue. Après son réveil, il s'est révélé capable d'effectuer des calculs mathématiques complexes. Les capacités de sa mémoire ont été décuplées et lui permettent désormais de se rappeler de chaque événement de sa vie, marquant ou non. Donc, on ne comprend pas ce que c'est. Aujourd'hui, la science tente certaines pistes de réponse. Le fait que, par exemple, l'une des pistes favorisées aujourd'hui serait que si une zone du cerveau est abîmée, le reste du cerveau serait capable potentiellement de suraugmenter les capacités des zones viables, ce qui ferait que en fait, ça modifierait le fonctionnement du cerveau et ça donnerait des compétences que nous n'avons pas de base. Le livre parle également des perceptions extrasensorielles, donc c'est un petit peu en lien avec ce qu'on se disait. Je vous lis, par exemple, c'est page 253 pour vous donner quelques repères là-dessus. Pareil, des théories qui nous semblent surprenantes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire évidemment. On a des théories où tu dis, on met le pied dans une zone un peu curieuse d'un monde où la science n'explique pas tout. On est habitué à l'ultra-rationalité, on sait tout, on peut tout expliquer. Là, c'est pas le cas. Et donc, par exemple, vous avez sur les perceptions extrasensorielles, le personnage qui parle nous dit « C'est juste un cerveau s'accordant à une information qui d'ordinaire est rejetée. Selon notre théorie, quand nous avons une intuition, un pressentiment, c'est exactement comme une radio qui capte un coup d'autres stations. Cela peut être très dérangeant, voire handicapant, et cela peut provoquer schizophrénie, troubles dissociatifs de l'identité, voix dans la tête, dédoublement de la personnalité. Tout ça s'explique parfaitement avec le modèle non local. » Donc, par exemple, ça c'est une des théories que je ne connaissais pas, à vrai dire, la théorie de la conscience non locale. Alors j'ai creusé avant de vous proposer cette vidéo. Le livre en parle très clairement et ouvre la porte à cette théorie qui est vraiment déstabilisante. Je vous le dis, là on rentre dans un terrain où j'ai dû bosser quand même le truc avant de vous en parler parce que là je pensais que c'était des conneries, véritablement. Mais scientifiquement, si vous voulez, c'est une piste qui n'a pas été invalidée mais qui n'a pas été validée non plus. Mais grossièrement, vraiment je vous invite à vous renseigner sur d'autres contenus, j'ai pas la prétention de vous expliquer ça de manière carrée, je vous dis aussi par rapport à ce que j'ai compris en tant que lecteur. La théorie de la conscience non locale voudrait que, au fond, notre cerveau fonctionne comme une radio, c'est-à-dire il y a des ondes, des niveaux d'ondes qui passent. Vous savez, quand vous réglez une radio FM 98, FM 102, je sais pas quoi, et que notre cerveau serait réglé en fait sur une onde normale, qui est celle d'à peu près tout le monde, et que certains cerveaux, qu'on pourrait appeler des cerveaux de personnalité, du trouble autistique, des choses comme ça, seraient juste capables de détecter d'autres ondes, si vous voulez, de se régler sur d'autres ondes. Ce qui renverse tout ce qu'on peut savoir sur le fonctionnement du cerveau, où on a l'impression que le cerveau est une boîte qui fonctionne en elle-même, c'est-à-dire que tout se passe dans le cerveau, alors qu'en vérité, la théorie de la conscience non locale pousse vers une compréhension complètement différente qui voudrait que le cerveau soit capable de réceptionner des ondes, réceptionner même des énergies, ce qui change, ce qui bouleverse complètement tout ce que nous savons. Et dire ça, évidemment, c'est du charlatanisme. Ce passage de la vidéo, on peut se faire tomber dessus fastoche. Mais comme je vous dis, je partage un retour de lecture à des copains, on est entre nous, donc s'il y a des fact-checkers qui passent dans le secteur, bon, on s'en branle. Et à la limite, ce qui est intéressant, c'est que si des fact-checkers veulent tomber sur cette théorie, qu'ils puissent nous expliquer pourquoi ça n'est pas vrai. Parce que de dire c'est du complotisme, du charlatanisme, pourquoi pas ? Évidemment, il n'y a pas de souci. Ça, c'est facile. Mais est-ce qu'on peut l'invalider sérieusement ? Je suis tout à fait prêt, évidemment, à avoir des éléments. Est-ce qu'on peut l'invalider sérieusement ? Et dans le chat, il y a Neti qui évoque ça, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, que Platon évoquait déjà cette idée-là. C'est-à-dire de l'esprit qui serait capable de saisir en fait des ondes différentes. Ça, c'est la notion de perception extrasensorielle qui va avec le pressentiment. Et pour vous dire que cette théorie n'est pas complètement débile, c'est que même des médias mainstream en parlent. Une fois de plus, cachons-nous derrière les médias mainstream. Vous avez un article de la RTBF, donc qui est l'équivalent de TF1 en Belgique,
qui nous dit, par exemple, je vous lis quelques passages, hein. Ces perceptions sont des informations qui vont au-delà de l'intuition. Les gens ressentent un certain nombre de choses, c'est de l'ordre du don. La voyance est dans cette catégorie des perceptions extrasensorielles, elle n'est pas du ressort du conscient. L'intuition, par contre, est quant à elle une déduction plus ou moins consciente, à différencier donc. La mécanique quantique, c'est l'étude des ondes. Elles ne sont pas visibles, palpables, l'univers est dirigé par cette mécanique quantique. Il est des personnes, par exemple, qui voient le niveau énergétique ou encore qui sentent directement si une personne est honnête ou pas. On ne cherche pas l'information, elle vient, elle nous tombe du ciel, en quelque sorte. Est-ce le dit sixième sens ? Ce sixième sens globalise des perceptions et non exclusivement celles qui sont extrasensorielles. Ces dernières sont bien singulières. Donc, vous voyez, l'idée n'est pas d'expliquer que tout ça est vrai. Parce que j'en sais rien. Je vous partage ce que j'ai eu en tant que lecteur d'une théorie que j'ai trouvée très intéressante, qui reste une théorie, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est la force de la fiction, on en parlait tout à l'heure, c'est d'ouvrir une porte. Moi j'ignorais cette théorie-là, et je trouve l'idée assez passionnante en vérité. L'idée assez passionnante d'un cerveau qui aurait un fonctionnement bien différent de ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire d'une boîte, comme je vous disais, qui fonctionnerait sur elle-même, et si finalement notre cerveau, dont d'ailleurs c'est assez curieux parce que le cerveau qui représente même pas 10% de la masse du corps humain et qui représente beaucoup plus en termes de besoins énergétiques par exemple. Notre cerveau est quelque chose de très curieux qu'on est incapable de comprendre. Et si finalement ce fonctionnement était beaucoup plus complexe que prévu ? Tu prends par exemple, le livre évoque 2 phénomènes que nous connaissons tous et qui vont un petit peu dans le sens d'un fonctionnement différencié du cerveau par rapport à ce que nous imaginons. L'attention sélective. Je vous lis ce qu'on nous dit dans le roman, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail party. Tu es au milieu d'un tas de gens à un cocktail et ton cerveau se concentre uniquement sur ce que te raconte la personne en face de toi. Puis tu commences à t'ennuyer ferme et ton attention va switcher sans effort sur une autre conversation plus intéressante à quelques mètres de là. Ton cerveau va filtrer le bruit ambiant pour ne pas être saturé par les autres voix autour de toi. Ça, je suis sûr que vous l'avez tous vécu. C'est-à-dire que cette capacité à se concentrer sur un seul bruit, ça arrive dans des situations où vous avez du monde autour de vous, vous êtes dans des univers bruyants. Le cerveau est capable de faire ça. La belle soirée. Et ben voilà, on a un témoignage en direct. À demain. Donc ça, vous l'avez tous vécu. Et typiquement, ce phénomène-là, on ne sait pas l'expliquer véritablement, de A à Z. Même chose pour l'accoutumance. C'est encore plus commun. Une autre forme de filtrage. Les stimuli récurrents sont bloqués par notre cerveau. Par exemple, nous finissons par ne plus entendre le bourdonnement des climatiseurs ou le contact d'une paire de lunettes sur notre nez. Ce filtre est si efficace que nous pouvons chercher nos lunettes partout dans la maison alors qu'on les a littéralement sous les yeux, ou notre téléphone alors qu'il est dans notre poche. Là encore, ça décrit un phénomène assez courant, assez mystérieux, mais j'insiste parce que on a vite fait d'avoir, par exemple, quelqu'un comme la Tronchambier, vous savez, les zététiciens qui déboulent. Quand on dit ce genre de choses, ça peut faire bondir des zététiciens qui vont dire mais n'importe quoi, mais on sait très bien que... Oui, évidemment, mais si vous savez tout, c'est super. Mais j'ai le droit de m'émerveiller devant cette théorie. Et même si elle est fausse, déjà démontrez-le, et j'ai le droit de m'émerveiller, de considérer que peut-être qu'on ne sait pas tout, comme l'a prouvé la physique quantique. Peut-être que nous avons encore des choses à découvrir, y compris sur le fonctionnement du cerveau. Donc si je vous partage ça, c'est d'abord sur une question d'émerveillement, finalement, plus qu'autre chose. Et pour revenir à la conscience non locale, on a un passage qui en parle, par exemple. Attendez, page 508, je vous parle de ça. Oui, en fait, le modèle de la conscience non locale est en lien direct avec les expériences de mort imminente, par exemple. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Là encore, on grimpe d'un cran dans des théories surprenantes, mais qui font, par exemple, le succès de certains personnages qui ont écrit des bouquins là-dessus. Il y a un nom qui m'échappe, Monsieur Alix. Monsieur Alix qui a écrit des bouquins sur la mort imminente, si je dis pas de bêtises. Stéphane Alix, je crois, si je dis pas de conneries. Donc on est en lien avec ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notre conscience serait capable de sortir du corps. Et ces expériences de mort imminente, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent s'être vus par le dessus, par exemple, d'avoir assisté à quelque chose hors de leur corps, comme si leurs yeux se promenaient, si vous voulez. Et là encore, le bouquin nous dit, page 507, s'il voulait garder sa posture de scientifique matérialiste, Langdon devrait mettre de côté sa raison et ignorer le nombre de preuves qui ne cessaient de se multiplier. Les milliers de rapports médicaux sur les expériences de mort imminente qui décrivaient précisément les EEC.
Ensuite, le monde de la physique quantique, qui vérifiait le modèle non local de la conscience et faisait des observations pour l'instant inexplicables. Et il y avait tous ces cas avérés de phénomènes dits paranormaux, la télépathie, la prémonition, les rêves partagés, le syndrome du savant, impossible dans le modèle classique. En définitive, soit Langdon acceptait de changer de point de vue, soit il considérait ces phénomènes comme des miracles, un terme chargé d'obscurantisme qui faisait offense à son esprit cartésien. Face à ces preuves, son refus de croire au portail serait aussi rationnel que d'assister à une éclipse de lune et d'affirmer que cette dernière n'existe pas. Donc, je pourrais vous parler encore de certaines choses. Par exemple, c'est cette technologie qui est en train d'être développée du côté de Kyoto par des chercheurs japonais qui sont capables désormais d'enregistrer les rêves. Là aussi, j'ai vérifié avec l'étude à l'appui, évidemment. Il y a des choses un peu plus ésotériques, là, que je laisse pour la fiche de lecture. Donc, je vais vous donner le lien de la fiche de lecture. Il est en commentaire et dans la description de la vidéo, si vous regardez cette séquence sur YouTube, évidemment. Mais pour conclure, parce que vraiment, je pourrais vous parler encore du livre pendant 1 heure, je me suis tellement régalé, je suis trop content de vous le partager, parce que vous savez, j'aime ça, et puis vraiment, je me suis régalé. Et autant Dan Brown, on peut se dire, bon, c'est du grand public, la recette est un peu éculée, et vraiment non, vraiment, j'ai été happé par le bouquin, je l'ai trouvé vraiment excellent, parce que l'histoire est brillante, et on apprend des choses. Et comme je vous le disais, la force de Dan Brown, c'est pas de mettre ça sur la table en disant c'est la vérité, ou alors de mettre ça sur la table en disant c'est de la fiction, et par la même occasion, tenter une sorte de décrédibilisation comme les chèvres du Pentagone. Ce qui est fort avec Dan Brown, c'est que il ouvre des portes et il invite son lecteur à être curieux. Si on lit un Dan Brown, c'est qu'on est curieux. Et donc ce que je vous propose là aujourd'hui dans cette vidéo, c'était d'aller vers ces portes-là, de les ouvrir encore un petit peu plus et de voir ce qu'il y a derrière. Et bien derrière, on a beaucoup de choses factuelles, renseignées, avec des théories qui ne sont pas définitives évidemment, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc je voulais vraiment vous le proposer et j'insiste sur un point parce que au fond, c'est le côté lumineux du complotisme, si j'ose dire, pour finir sur une note un peu positive. Évidemment que vous avez des gens dits complotistes, même qui s'en targuent, qui vont défendre des théories, non pas de manière négative, non pas parce que leur théorie est mauvaise ou non prouvée, simplement parce que ils vont vouloir imposer une vérité supplémentaire. De dire, en fait, moi je pense ça, et de toute façon j'ai raison. Et plus vous allez dire à ces personnes, oui mais attention, peut-être qu'il manque des éléments, peut-être qu'il faut réfléchir, plus ils vont se confier dans la position du complotiste qui nécessairement a raison parce qu'on l'attaque. Ce que j'aime dans le complotisme, mais au sens, quand on arrive à croire en des théories ou réfléchir à des théories qui ne sont pas prouvées, mais qui ne sont pas invalidées, si vous voulez. Demain, vous m'expliquez que, je sais pas, là actuellement je bois de l'eau dans ma gourde, si vous me dites non, c'est du vin blanc, bon, si vous voulez, je vais pas vous insulter de complotiste, mais je vous dirais, écoute, moi, franchement, tout porte à croire que c'est de l'eau. C'est pas grave, on va pas s'engueuler, mais je pense que c'est de l'eau. Quand je parle de théorie du complot, avec beaucoup d'ironie là-dessus, ce sont des théories, finalement, que rien ne confirme, que rien n'infirme. Et bien, après tout, on a le droit de rêver. Parce que le complotisme, c'est aussi ça. Quand on prend des théories que rien ne confirme, que rien n'infirme, j'insiste là-dessus, hein. Il ne s'agit pas de dire « soyons complotistes sur tout et n'importe quoi », quitte à nier l'ordre du réel. Parfois, le réel s'impose sur des choses qui tout le monde est à peu près d'accord, dans la majorité. Typiquement, l'eau. Tu vois, l'eau, bon, ok, il y a de l'eau, ok, on est d'accord. Maintenant, que le cerveau, la théorie de la conscience non locale, par exemple, eh ben pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout ? Et si nous ne comprenions pas tout sur le fonctionnement de notre cerveau ? J'aime bien cette vision-là du complotisme. Finalement, qui serait plutôt une curiosité lumineuse de dire « et je me pose des questions ». Oui, effectivement, il y a des gens, la zététique te dit « ce qui n'est pas prouvé n'existe pas ». Oui, d'accord. Et si vous voulez. Mais en fait, moi, j'ai envie de croire que parfois, quand c'est pas prouvé, c'est possible. C'est pas une question de prouver ou de pas prouver. C'est une question de possible. Donc, ce que j'aime dans ce bouquin, c'est qu'il nous pousse à la curiosité. Et même sur des sujets graves, le projet Stargate, par exemple, quand on a de l'embrigadement de certains citoyens pour des projets de vision à distance qui parfois sont pas faits à des fins très positives, on va dire, eh ben j'aime bien cette idée-là. Donc ce bouquin, vraiment les amis, s'adresse aux curieux. Donc si vous êtes curieux, n'hésitez pas à le lire et lire la fiche de lecture qu'on vous a proposée. C'est gratos, évidemment. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau bouquin.